21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir peuple d'Afrique, recevez nos salutations les plus distinguées. C'est Ourou Africa qui commence votre tribune panafricaine chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Et justement pour les questions panafricaines ce soir, on va interroger un périple ou alors une position, une figure si vous voulez. Nous allons interroger de façon plus ou moins claire et affirmer le parcours récent du président Macky Sall. En 30 minutes, on va essayer justement de donner un avis sur ce périple qui s'annonce. Le président Macky Sall, ancien président de l'Assemblée nationale du côté du Sénégal, ancien chef d'État, envisage une fois de plus revenir aux affaires sur le plan politique, revenir par la grande porte du côté de l'Assemblée nationale. Il est d'ailleurs annoncé à la tête d'une coalition, la coalition Ouakoutalou, qui justement devrait challenger la majorité présidentielle pour l'élection anticipée du 17 novembre prochain. Macky Sall, de la présidence à l'Assemblée, c'est en introduction de ce plateau de Ourou Africa. Mais la thématique majeure et principale, nous allons interroger la montée en puissance de l'empire du soleil levant. Vous ne l'ignorez pas, chers panafricains qui nous regardez, que la Chine est désormais le principal bailleur de fonds africain, le premier partenaire commercial, le premier partenaire diplomatique peut-être, elle l'envisage certainement, mais la Chine pèse lourd en Afrique aujourd'hui. Est-ce que ce sont de nouveaux maîtres lorsque l'on sait justement que sur divers plateaux, sur diverses estrades comme celle-ci, nous avons aidé les peuples africains justement à s'émanciper du colon européen. Le Chinois qui arrive, est-il le nouveau maître africain? Peut-il succéder aux Européens qui l'ont précédé? Nous en parlons ce soir sur le plateau de Ourou Africa. Le menu vous est présenté, mesdames, messieurs. On prend une légère respiration et je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. À tout de suite. Retour sur le plateau de Ourou Africa et justement pour épiloguer sur les sujets inscrits à l'ordre du soir, ils sont 4 déjà en présentiel avec nous sur ce plateau. Le tout premier, ou alors la toute première personnalité que je m'en vais vous présenter
nous a déjà fait l'honneur de sa présence sur diverses estrades de Ouro Africa. Il est politique, il est acteur de la décentralisation, il est maire, il est surtout maire de Ngoumou. Jean-Baptiste Atemengue Anvouna, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à mes copanélistes que vous allez présenter. Je salue vos téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens ici pour ce débat utile panafricain et surtout qu'il porte sur un partenaire important du Cameroun, la Chine. Donc j'espère que le débat sera fructueux. Je profite pour saluer au passage mon collègue, le maire des ECA. Le maire PCRN des ECA. Le maire des ECA. Quand on est maire, on n'est plus maire d'un parti politique, on est maire de tous les habitants, y compris des militants RDPC qui habitent les ECA. Oui. C'est le maire. Donc j'espère qu'il se relève progressivement. Il a passé quelques moments difficiles. De son altercation avec un fonctionnaire de la police pas très professionnel la semaine dernière. Donc j'espère que... Peut-être la justice qui le dira, M. Atemengue. Si... Bon, les images que j'ai vues ne m'ont pas montré un fonctionnaire de la police professionnelle. Je crois que c'est pas ce qu'on attend d'un fonctionnaire de police. Ça, c'est à sa hiérarchie de voir si il a bien travaillé ou pas, mais je donne mon opinion. Et j'espère que le maire, lui, se relève progressivement de cette situation parce qu'il a quand même eu quelques blessures. Et je lui souhaite bon courage et bon rétablissement pour qu'il il retrouve le bénévolat que nous exerçons avec les mandats que les peuples nous ont confiés pour être à leur service, pour que chacun puisse apporter à son niveau ce qu'il faut pour que le Cameroun puisse émerger et surtout que la République s'installe. Merci Jean-Baptiste Anvouna Atemengue. Je poursuis l'exercice qui est celui de la présentation de nos panélistes avec mon seul et unique confrère sur le plateau, Timothée Essomba Abena. Une fois de plus, le DP est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux téléspectateurs. Mon bonheur est heureux que d'être à nouveau là ce soir pour parler des grandes questions africaines. Je marque mon retour après une petite période d'hibernation que j'espère fructueuse pour les jours à venir. Merci Timothée Somba pour la présence. Je m'en vais présenter le premier acteur de la société civile qui nous accompagnera aussi ce soir. Jean-Moïse Mbok, habitué de Ouro Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir aux équipes techniques, naturellement au PDG de cette grande structure médias, presse et télévision. Oui. J'ai envie de saluer monsieur le maire de manière très particulière, monsieur le maire de Ngoumou et monsieur le maire des ECA. Parce que les ECA étant chez moi, je crois quand même qu'il serait justice de dire les informations qu'on a reçues, en attendant, comme vous disiez, que la justice puisse dire ce qui est et ce qui n'est pas. Le maire des ECA n'a pas été agressé par le fonctionnaire de police, il est tombé de tout son poids de cette estrade qui était mauvaise. La vidéo est là. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on ouvre cette boîte de Pandore. Donc, on ouvre la boîte de Pandore. Les informations vont être contestées, diversifiées. Chacun donne son avis. On a vu un maire avec des séquelles. Non, d'une altercation, le maire est tombé. La justice a fait son travail. Non, le maire est tombé du fait de cette cabane qui était mal construite. Quand on parle de professionnel, le commissaire n'a pas été professionnel, oui. Le maire aussi ne l'a pas été. Parce que ce n'est pas au maire de venir démolir une structure qui n'est pas légale. Non, ce n'est pas le maire. Le maire donne l'instruction et les éléments de la mairie détruisent. Toujours est-il qu'on ne va pas défendre l'un à l'avantage de l'autre. Les deux ont tort parce qu'ils se sont chamaillés, ils sont criés dessus. Mais je maintiens ce que je sais de cette situation, c'est que le commissaire n'a pas porté main sur le maire. Il est tombé. S'il y a eu d'autres choses après, c'est peut-être une situation et qu'il faut fortement déplorer, que ce soit à Ezeka ou ailleurs. Il ne faut pas
que nos différents corps se retrouvent à se livrer à un spectacle aussi difficile pour les populations. Parce que vous avez juste vu ce spectacle-là, mais la ville aujourd'hui est divisée pratiquement en deux, entre ceux qui soutiennent le maire et ceux qui soutiennent le commissaire. Mais on va où avec ce genre d'attitude? Donc il ne faut pas venir défendre un ici et essayer de blanchir l'autre. Les deux ont tort, les deux doivent être recadrés et les deux doivent penser plus aux populations qu'à eux-mêmes. Merci Jean-Moïse Mbok. Je précise, je continue à dire qu'on va laisser la justice tout à fait son travail. Exactement. Les interprétations de la situation liées au maire des cas divergent et justement, ceux qui sont en charge de ces questions-là auront le fin mot de l'histoire. Je termine pour l'instant avec l'autre acteur de la société civile qui est parmi nous, Jean de Dieu et Vouna, expert des questions sociales. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à tous les copanélistes et surtout bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Ouro Africa. Moi je dis que nous vivons dans une société qui vit aujourd'hui, qui passe par beaucoup de problèmes. Il n'y a pas, voilà, on venait de parler des questions de leadership administratif. Quand je parle d'administration, de l'administration décentralisée, des administrations décentralisées. Mais aussi, nous avons eu un événement malheureux à Douala entre le chef traditionnel, Itoubé, et le pasteur Bikoy, dont l'église a été saccagée, le lieu de culte a été saccagé, un ministre de culte brûlé. Donc, je voudrais dire qu'il est urgent que les pouvoirs publics, principalement ceux qui sont dans l'ordre gouvernant, puissent régler et appliquer la loi. Parce que je dis toujours que c'est la justice qui élève une nation. Un commissaire de police qui demande qu'on amène son arme face à un civil, ça pose déjà problème, Dr Mbok. On parle faire on est d'accord. On va faire le débat. On est d'accord. C'est comme les sciences sociales. Non, je ne vous laisse pas. Je vous ai permis d'introduire. Je vous ai salué. Je suis le plateau. Oui, je refuse ce débat sur ce plateau. Véritablement. Il n'y a pas eu de tirer de long en large sur les faits qui se sont déroulés du côté des écarts. C'est pas la tribune où on évoque ce sujet. Merci, on va plutôt essayer de ne pas perdre nos téléspectateurs en justement nous plongeant de plein pied. Et je commence même par vous, Jean de Dieu et Vouna, sur la situation de Macky Sall et son périple à la tête des institutions sénégales. Est-ce que ça vous fait de voir un ex-chef d'État qui veut revenir, que ce soit par la grande ou la petite porte, mais qui veut revenir en étant candidat à une élection législative du côté du Sénégal? C'est un message lancé à tous ceux qui pensent que être au sommet de l'État est la fin de la vie. C'est un message à ceux qui aspirent et ceux qui sont au pouvoir de savoir que la construction d'une nation part de ce qu'on veut pour l'intérêt de la nation. Nous avons là un chef d'État qui a pris plaisir d'exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés par son peuple, qui est parti avec son statut de chef d'État, mais qui a l'humilité de descendre de son piédestal, de revenir parce qu'une opportunité lui est donnée par le peuple Sonko et Faye de porter les symboles de la République en tant que député et diriger une coalition pour continuer à participer à la construction de l'État, le Sénégal, l'identité sénégale. Je crois que nous devons comprendre que être chef d'État n'est pas être Dieu. Et être chef d'État n'est pas la fin d'une vie. C'est même le commencement d'une carrière politique. Et il le prouve à suffisance. Parce qu'il a été député, président de l'Assemblée nationale, et j'en passe, Premier ministre, je pense, et chef d'État. Et maintenant, il entend revenir comme député. C'est un message de dire que la carrière, de dire que la politique est une vocation et non une profession. Quand je parle de vocation,
ceux qui sont dans ma posture et qui ont fait dans la pré-crise comme moi savent que la pré-crise est vocationnelle, elle n'est pas professionnelle. Et le président Macky Sall prouve que faire une carrière politique n'est pas suffisant. Il faut faire le sacerdoce politique. Et je loue sa posture et son humilité. En dégageant, en passant, tout ce que ça peut entraîner comme intérêt personnel ou intérêt communautaire. Parce qu'il représente aussi des intérêts des communautés, des intérêts personnels. Mais je crois que c'est un bon message parce que il y a un ancien chef d'État qui a eu à dire que sur sa carte de visite ne peut plus être écrit autre chose que ancien chef d'État. Maintenant, nous aurons un chef d'État député. Merci, Jean de Dieu et Vouna. Alors, Jean-Baptiste Satemengue, est-ce qu'à un moment, on peut se dire qu'on a aussi déjà servi et qu'on peut laisser la chance à d'autres générations? On ne peut pas être... je pose la question, on peut être député, Premier ministre, président, lorsque l'on croit avoir tout donné, 6 mois après, 6 mois seulement, on revient dans une posture de chef de file de l'opposition. Est-ce que ça se comprend? À un moment, est-ce que le président Macky n'a pas trop donné aux Sénégalais? C'est une question que beaucoup d'Africains se posent. Il y a eu beaucoup de précédents. Ce n'est pas le tout premier ex-chef de l'État qui revient en politique ou qui demeure en politique. Ce qui a félicité, c'est d'abord le fait que ses adversaires d'hier le laissent tranquille, lui donnent la possibilité de concourir. Parce que lui-même n'avait pas laissé ses prédécesseurs tranquilles. Il avait initié des poursuites judiciaires contre un certain nombre d'adversaires qui pouvaient aussi prétendre comme lui à un reclassement politique, à un maintien dans la sphère politique sénégalaise. Mais donc c'est à féliciter qu'il ait cette possibilité. Deuxièmement, je crois que la transition qu'il a voulu lui-même organiser a échoué. Parce que ce qu'il a voulu soutenir dans son camp pour l'élection présidentielle, après quelques manœuvres, parce que on n'a pas bien saisi ses intentions. Le Premier ministre Ba, par exemple, qu'il a présenté comme son poulain. Voilà, d'abord lui-même, on a un peu senti, on a eu l'impression qu'il cherchait une faille pour se maintenir au pouvoir un moment. Et il a soutenu un candidat de son camp qui a échoué à l'élection. Et probablement que cet échec de son poulain fait que dans son camp, il se retrouve un peu sans capitaine. Oui. Pour mener la bataille, parce qu'ils ont une majorité parlementaire actuellement, à l'Assemblée nationale précisément, qui est un contre-pouvoir et peut-être même un blocage pour le nouveau pouvoir présidentiel, pour le nouveau gouvernement. Mais pour maintenir cette majorité, je crois qu'il est obligé de se mettre en avant, parce que probablement il n'a pas trouvé dans son camp quelqu'un qui pouvait mener cette bataille. Donc, au regard des enjeux, je crois qu'il a intérêt à se mettre lui-même en avant. Et pourquoi pas, puisque visiblement on a senti qu'il réfléchissait. Il réfléchit beaucoup, mais il réfléchit à partir du Maroc. Pourquoi ne rentre-t-il pas au Sénégal? C'est la question que beaucoup d'Africains sur nos plateformes nous ont posée. Aurait-il peur? Vous avez évoqué de façon sibylline son attitude vis-à-vis de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait peur? Non, pas que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il a annulé tout, il a voté une loi pour annuler toute possibilité de poursuite par rapport aux actes un peu déloyaux vis-à-vis de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais Karim Wade, lui, il avait écopé, alors qu'ils avaient travaillé ensemble sous le père. Donc, il avait condamné. Donc, peut-être qu'il est prudent parce qu'il ne sait pas s'il y a un désir de vengeance de ceux-ci qui ont gagné l'élection présidentielle ou si ils vont le laisser aller jusqu'au bout de
de son capitanat politique qu'il veut relancer, peut-être pour relancer sa carrière politique. Il a probablement le droit de redevenir candidat à l'élection présidentielle après. Merci, merci. Vous avez vu en France récemment, on a vu un ancien président de la République, député de Corrèze, qui n'a pas pu se représenter la deuxième fois après, à l'issue de son premier mandat. Oui, il est revenu à la source comme député. Il n'est pas le tout premier. Je crois que l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing était resté aussi actif après sa défaite en 81, a même envisagé à un moment de revenir postuler à la présidence de la République française. Donc, ça arrive que certains veulent jouer. Merci Jean-Baptiste. J'allais dire poutiniser. Nous sommes encore au Sénégal, nous sommes en démocratie. Le meilleur exemple, c'est la démocratie russe, on peut faire des allers-retours. Timothée et Somba. Démocratie russe, entre guillemets. C'est vrai que ça pourrait s'assimiler à des mini-dits. Mais j'ai interrogé Jean-Baptiste Atemengue sur justement ce sentiment du devoir accompli. Est-ce que Macky Sall, les Sénégalais qui le regardent aujourd'hui n'ont pas, pour certains, l'impression qu'il a déjà assez servi et qu'il avait plus ou moins dit au revoir en abandonnant, sous la contrainte, il faut le dire, l'idée dans notre mandat et surtout en abandonnant l'espace politique à d'autres. Il y a une coalition autour de lui. Est-ce qu'il ne pourrait pas être ce grand guide, ce coach, et laisser d'autres générations faire la politique au Sénégal? L'antépénultième point de votre question me permet justement de me lancer. Vous avez bien dit sous la contrainte. Ça veut dire que Macky Sall n'a jamais éprouvé le sentiment du devoir accompli. Il a voulu rester, peut-être parce qu'il estime qu'il n'a pas suffisamment donné. Et je suis d'accord avec lui sur ce point parce que la durée du mandat au Sénégal est relativement courte comparée à certains pays d'Afrique. Macky Sall a encore l'âge, la vigueur, l'énergie nécessaire de contribuer au développement du Sénégal. Mais puisque nous sommes sur Ouro Africa, j'aimerais là saluer le peuple sénégalais qui montre d'une extrême maturité politique, saluer le système démocratique sénégalais qui présente, sous réserve d'une enquête accomplie avec beaucoup de plus de minutie, autant pour moi, qui présente les premiers indicateurs ou alors les premiers marqueurs identitaires d'un système transparent où des gens peuvent aller et revenir parce qu'ils savent que c'est la décision des urnes seules qui l'emporte. Oui. Il n'y a pas l'impression que les urnes soient déjà bourrées, il n'y a pas l'impression que le vote soit volé. C'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas peur de postuler, de se présenter, parce qu'au final, c'est le peuple seul qui va décider de qui, ou alors à qui on donne la confiance. Oui. Que répondez-vous à ceux qui disent du côté de Dakar que le président Macky craindrait une certaine reddition des comptes qui serait instaurée en cas de vote non favorable pour sa coalition et lui du côté de l'Assemblée nationale? Le président Macky essaye, en revenant avec l'immunité que confère le statut de député, peut-être d'assurer ses arrières. Beaucoup le pensent et l'affirment du côté de Dakar. Non, je pense que là, ils sont dans des fantasmes de bas étage. Ils n'ont pas bien compris la nouvelle société sénégalaise. Macky Sall aujourd'hui ne craint pas de reddition des comptes sur le plan judiciaire. La loi d'amnistie qu'il a fait voter a rabattu les cartes. Et Sonko, l'odieux Sonko Faye, ne peut pas bâtir un nouveau Sénégal en accomplissant des actes de survivance de tout ce qui a été négatif dans l'ancien Sénégal. Je précise qu'aujourd'hui, il y a pas une pétition, mais il y a un dossier qui est déposé par la coalition d'opposition, justement contre la candidature de Ousmane Sonko. Ça veut dire que le Sénégal... que vous voulez, c'est réglé, merci, mais ça veut dire qu'ils ont quand même essayé de toujours essayer dans cette dynamique-là de poser des problèmes aux adversaires d'hier. Qu'est-ce qu'on a observé avant la présidentielle qui a conduit
de Faye au pouvoir, c'est que Sonko Faye était embastillé. Mais la justice sénégalaise a réussi à démontrer au monde entier qu'elle n'est pas assujettie à la volonté politique. Le Conseil constitutionnel, en rejetant la possibilité d'une éventuelle candidature de Macky Sall, nonobstant la révision de la Constitution, qui sur le plan purement technique lui ouvrait la possibilité à se représenter, était déjà en train de dire, bien qu'il y ait le droit, nous n'allons pas céder à la moralité ou à l'immoralité du droit. Parce que le grand problème du droit, c'est souvent que tout ce qui est légal n'est pas forcément moral. La justice sénégalaise est en train de démontrer, a commencé à démontrer qu'elle ne va pas se plier à la règle du droit qui est une contre-valeur. Donc, il faut laisser la justice sénégalaise faire son travail. S'il y a des dossiers sales contre Macky Sall, il sera poursuivi par la justice, mais pas par Sonko et Faye, du moins sur le plan formel. Maintenant, son intention déjà affichée de revenir est la preuve qu'il ne craint pas un retour au Sénégal. Il va battre campagne où? Si sa candidature est validée, il faudra bien qu'il vienne battre campagne au Sénégal. Maintenant, il est résident marocain. Maintenant, la coalition qu'entend diriger Macky Sall a une écrasante majorité à l'Assemblée, du moins avant la dissolution. Oui. Ce qui subodore que si l'audio Sonko Faye décide de gâter la sauce pour parler comme au quartier, on va rentrer au statu quo ante d'un Sénégal d'anarchie et de désordre. Or, eux, les nouvelles mesures économiques qu'ils entendent implémenter n'ont pas besoin d'un Sénégal en désordre. Elles ont besoin d'un Sénégal parfaitement structuré et organisé. Parce que le combat qu'entendent mener Sonko et Faye est un combat qui va au-delà du Sénégal. La transparence sur les contrats pétroliers, la transparence sur les contrats miniers, ce sont des combats qui transcendent le seul pays Sénégal. Parce que dans plusieurs pays d'Afrique, nous avons besoin de transparence à ce niveau. Merci. Jean-Moïse Mbok, qui aurait le plus à perdre, Ousmane Sonko ou alors le président Macky Sall qui essaie de revenir? L'on sait que les législatives anticipées sont du fait que justement la majorité présidentielle constate que les réformes annoncées et promises au peuple sénégalais ont du mal à exister. Et aujourd'hui, il y a législative anticipée, comme je l'ai dit. Qui aurait le plus à perdre? Ousmane Sonko et Bassirou, ou alors Macky Sall, qui justement se retrouve au Maroc, n'est pas encore au Sénégal, qui essaye à partir de Marrakech d'orienter. Qui aurait à perdre? Écoutez, le duo Sonko-Faye va tout faire pour atteindre ses objectifs. Et quand je dis tout, c'est tout. Tout dans les voies légales et tout dans parfois, s'il le faut, dans le sale règlement de compte. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui pensent que le Sénégal est devenu une grande robe blanche sur laquelle c'est des seins qui marchent, tout est ok, tout est super, dans le meilleur des mondes. Je ne crois pas. Parce que tout simplement, déjà, Macky Sall est sollicité par une coalition. Et dans cette coalition, c'est des gens qu'il a embastillés. On parlait du fils Watt. Mais pas que. Il est sollicité avec beaucoup de pression. Il va venir. Il a dit oui. Il va venir pour accompagner cela. On parle du Parlement. Des gens qui ont cette capacité, en tout cas au Sénégal, de nuire, oui, de bloquer. Et ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré. Ça fait donc que le fait d'annoncer son retour en homme politique, j'ai deux hommes politiques ici qui savent très bien de quoi je parle, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les émotions, c'est les objectifs. Et quand on veut atteindre les objectifs, on balaie tout ce qui est sur le chemin. Donc, M. Macky Sall se remet dans la posture du citoyen lambda. Parce que député, c'est une chose, il y a l'immunité, mais dès qu'on peut justifier, et c'est ça l'épée à double tranchant du Sénégal, c'est qu'on a une justice qui ne va pas regarder que c'est l'ancien président, c'est le député. S'il y a des faits clairs contre lui qui protège les anciens présidents sénégal, mais je dis que quand il prend la nouvelle fonction de député, ça va éluder un peu ce statut d'ancien président. Ça ne va pas. Oui, ça va diluer, c'est-à-dire que ce ne sera plus comme s'il se mettait de côté et
aider la jeunesse, comme tout à l'heure on disait. Mais là, il revient dans l'arrêt, encore qu'effectivement, le DP a raison, pour en bénéficier, il faut se retirer. Il ne s'est pas retiré, il a été pas candidat, disons comme ça. Il n'était pas candidat, donc il ne s'est pas retiré. Naturellement, il a été battu, disons comme ça. Donc pour moi, aujourd'hui, le retour de Macky Sall le met en danger, lui-même. Il a le plus à perdre. Il a le plus à perdre. Parce que tout ce qu'on a collé à Sonko, qui était pour certaines choses vraies, d'autres pas vraies, on a vu ce qui lui est arrivé. Il a fini en prison quand même, quoi qu'on dise. Oui. Alors, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont toutes les manettes. L'un est président, l'autre est premier ministre. Donc, ils ont tous les leviers pour mettre mal à l'aise n'importe qui, y compris Macky Sall. Il revient dans un pays où il n'a pas fait du mal qu'à Sonko, qu'à Faye, qu'à Wade, mais à d'autres personnes qui lui en voudraient aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, pour ma part, 6 mois après, c'est trop tôt. Je lui aurais conseillé de patienter. C'est trop tôt, les plaies sont encore ouvertes. Revenir aujourd'hui, il va devoir marcher sur les œufs. Parce que la moindre faille, la moindre gaffe, ça va être amplifié. Le premier indicateur, c'est qu'il n'est pas encore au Sénégal. Et il peut y revenir déjà. Et je reviens à ce que vous disiez, pour ma part, il a peur. Il ne faut pas mâcher les mots. Il a peur parce qu'il sait que rentrer au Sénégal, il est vulnérable. À l'étranger, on va quand même le protéger. À l'étranger, il est ancien chef d'État. Mais une fois qu'il va rentrer au Sénégal, avec tout ce qu'il a fait, je vous assure, ce monsieur a plus à perdre qu'à gagner. Et ceux qui sont en face de lui ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Vous avez fait la prison, on vous a maltraité, on vous a humilié, on vous a traîné au sol. Et vous avez le pouvoir aujourd'hui. Votre bourreau d'hier vient se livrer entre vos mains. Si Macky Sall rentrait s'asseoir tranquillement, il n'aurait aucun problème. Mais puisqu'il revient dans le jeu politique, moi, tout ce que je peux lui suggérer, c'est de vraiment faire attention. Je vous assure, la moindre erreur va être amplifiée, va être exagérée et on va lui taper dessus. Donc, ce qu'il a fait, qu'il sache qu'il risque de se retrouver dans la même situation. Merci Jean-Moïse Mbok. Il nous a finalement rejoint. Monsieur le maire, Monsieur Nyek Sylvestre, son prénom. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Moi, je ne vous dirai pas mes peines ici. La fille de parler de cette rhétorique. Alors, vous arrivez au moment où nous épiloguons sur un fait pas anodin, mais dans la vie courante, moderne politique en Afrique, peut paraître assez surprenant. Quelqu'un dont on pensait il y a quelques mois qu'il avait tout donné pour les Sénégalais, qui estime qu'il faut revenir. Peut-être pas par la petite porte, mais qu'il faut revenir en passant par l'Assemblée nationale. Macky Sall est de retour et il est candidat au législatif. Stéphane Baga, j'ai à vous demander quel est le problème. Véritablement. Quel est le problème? Il n'est pas le premier, je suis désolé. Il y a je pense que c'est un monsieur qui, comme le dit le DP, est relativement jeune. Oui. Et qui ne doit pas s'ennuyer. Il a choisi comme profession, pas vocation comme les prêtres et pasteurs politiques. Il a choisi. Mais il n'était pas au chômage. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il a choisi. Je voulais vous dire que c'est pas faute d'avoir des occupations. Il dit qu'il veut faire la politique. Pourquoi vous voulez qu'il aille se reposer pour rien? Les gens de 92 ans sont en politique. Un homme de 60 ans doit rester. Pourquoi? Le problème maintenant se pose ailleurs. Je pense que c'est un événement qui nous montre la grandeur de ceux qui sont au pouvoir au Sénégal aujourd'hui. Où est ainsi? C'est le problème. Non, je pense qu'ils mettraient la boue sur leur chemin en faisant ce qu'ils reprochaient hier. On en reparlera, monsieur le maire. Je suis sûr d'une chose. Le duo Sonko-Faye ne peut perdurer que s'ils font ce qu'ils ont dit. Oui. S'ils poursuivent Macky Sall, ce sera faire comme lui, et ils vont être traités comme lui. Ne vous trompez pas. Donc je pense que Macky Sall les met au défi.
il fait exprès. Ce n'est pas une posture facile de venir mettre au Merci, défi, monsieur. après avoir humilié Ousmane Sonko, après lui avoir parlé des histoires sur le dos, de lui faire la victime. Est-ce que vous allez faire comme Je ne vous ai pas dit qu'il fait la victime. Je vous ai dit qu'il est mis au défi. Ils ont promis quelque chose au peuple. Oui, merci. Monsieur. La rancune est une affaire de faibles. C'est les faibles qui gèrent la rancune. Lorsqu'on est fort, on est au pouvoir, on est fort. Il a donc montré qu'il est faible, Macky Sall. Mais bien entendu, il a été battu aux élections. Et on ne l'est pas fort. Il n'a pas été candidat, il faut... Non, il a été battu. Son poulain a été battu. Non, Macky Sall a été battu. Il était candidat, monsieur. Il a été battu. Mais si votre poulain est là, c'est vous. Lorsque vous soutenez quelqu'un qui est battu, vous ne gagnez pas Comment? pour autant. Oui, qu'on soit sérieux. C'est ça. Donc, à mon avis, le problème se pose à ce niveau. Macky Sall veut rester en politique et il lui reste un chapeau. C'est le Parlement. C'est la représentation nationale. Et il a tout à fait raison. Au-delà du fait qu'il veut se protéger, je ne pense pas, parce que dans tous les cas, si on veut le poursuivre, même étant député, on ne sait pas. On lève l'immunité. On lève l'immunité. C'est pas ça le problème. Oui. Macky Sall veut rester en politique. Mais la deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que Macky Sall est un peu comme Paul Biya, qui n'a laissé personne émerger. Les gens sont cachés. C'est un peu dans le principe quand le maître se manifeste. Macky Sall est l'expression d'un manque de leadership de son côté. Ouais. Sinon, il ne reviendrait pas. Oui. Mon frère Atemi est là. Si tu parles de la mairie, d'une façon, si tu reviens, ça veut dire qu'il y a un manque. Ce n'est que ça. Oui. Parce que normalement, quand vous partez, la démocratie, c'est de mauvais. Ça fait regretter ou oublier. Si vous ne valez rien, on vous oublie. Ouais. Mais ceux qui viennent avec vous ne valent rien, on vous regrette. Voilà le danger. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Macky Sall va aller aux élections. Merci. Ce qui me gêne, c'est qu'il pourrait perdre. Oui, Si, Je ne bien parle sûr. pas, non. Bien sûr. il pourrait perdre. Mais Parce c'est une qu'il est... possibilité. Mais pourquoi le Premier ministre est candidat aux élections législatives aussi? Vous n'en parlez pas assez. Oui. Son candidat. Il est candidat, effectivement. Pourquoi? Mais est-ce que c'est la même circonstance, Non, attendez. monsieur le maire? Attendez. On parle à la globalité. On dit voilà la globalement. globalité. Vous parlez d'un ancien Il faut une secrétaire majorité. député. Il y a un PN qui veut conduire ses troupes. Voilà. En fait, ce n'est pas pour lui. L'objectif de Macky Sall, Sonko? c'est de maintenir le statut actuel à l'Assemblée nationale. Il y a un contre-pouvoir qui peut bloquer les réformes promises par le duo Sonko Faye, de manière qu'aux élections présidentielles qui arrivent comme programme, que voilà ce qu'il a dit, il n'a pas pu Il le n'a pas faire. pu, c'est ça. Et le programme de Sonko, c'est qu'il soit député et qu'il traîne la foule pour effectivement arriver à l'Assemblée nationale avec un groupe parlementaire fort, une majorité absolue, qui permet effectivement de mettre en œuvre les réformes qu'ils ont promises au peuple. Donc il ne faut pas se tromper. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Ne demandez pas à Macky Sall, qui veut maintenir un statu quo, de désister. Parce que si vous demandez à Sonko de laisser aussi, Voilà. le problème se pose là-bas. Le problème se pose que, est-ce que Macky Sall est conscient que si tout le monde faisait comme lui? Moi, quand j'étais au Kousako, on avait le père recteur qu'on appelait Frère Nito. Un jour, je me suis plaint, j'avais marché les cannes, assuré que j'avais jeté les machins à terre. Il les a ramassés et il m'a dit, si tout le monde fait comme toi, le collège sera où? Ça, imaginez, on était 1200 au Kousako. Si chaque élève, les 1200, fait comme moi, il marchait la canne à sucre, jeté à terre. Imagine. La bonne question, c'est que Macky Sall, il faut qu'il se mire. Que si tout le monde faisait comme lui, embastiller, créer des problèmes pour des gens avec qui on a des problèmes que politiques, ce serait comment? Mais je pense que le défi qui est monté, parce que le Sénégal nous parle. Vous chutez, monsieur le maire. Je suis très bien, c'est que d'habitude vous arrêtez les gens. Le Sénégal nous parle. Le Sénégal nous parle. Est-ce qu'au Cameroun demain, parce que il faut, moi mon frère, lui non, on s'engueule, on boit le vin de pomme, on mange le missouga à hôtel chez nous. Mais non, j'ai fini par là. Oui. Est-ce qu'au Cameroun, on est capable demain que les RDPC perdent le pouvoir et qu'on leur colle la paix, bien qu'ils ne collent pas la paix aujourd'hui? C'est ceux qui pensent. C'est de maturer. C'est ceux qui pensent que pour refonder la République de demain, que ce soit au Sénégal ou au Cameroun, il faudra laisser les histoires qu'on a combattues, ne pas les ramener. Je prends mon cas. Et si je suis ministre de l'AT, je dois interdire les meetings du RDPC parce que hier, leur ministre a interdit les miens. Non! Voilà le véritable débat. Qu'il faut que la génération qui arrive au pouvoir aujourd'hui, et je dis Macky Sall est de cette génération, il est arrivé plus tôt, même très tôt, il se le regrettait, mais Macky Sall doit être de la génération qui gère le pouvoir aujourd'hui pour dire ce qu'on a condamné hier ne doit pas être mis en œuvre par nous-mêmes.
Merci. Au nom de la rancune. La rancune, c'est pour les faibles. Merci, monsieur Sylvestre Niek. Je crois, à moi, c'est monsieur Atemangé. 2 minutes, on est vraiment 2 minutes. Non, je voulais appuyer ce que le maire Niek dit parce que je ne me suis pas prononcé sur les chances de Macky Sall. Donc, donc je voulais le rejoindre. Moi, je serais même beaucoup plus certain qu'il ne peut pas gagner. Parce que il est parti. Le risque politique est élevé. Quel est le problème? Non, le problème, c'est que l'élection présidentielle a eu lieu il y a quelques mois. Il y a 6 mois. Mars, il y a encore l'euphorie. Fin mars 2024. Voilà. Il y a l'euphorie. Et vu l'écart et l'enthousiasme qu'on a observé pendant l'élection présidentielle, ça veut dire qu'il y a quand même eu, les autres ont gagné dès le premier tour, alors que ils sortaient de loin. Et de bagne. Voilà, et donc ils n'ont même pas eu le temps de faire une belle campagne. Alors, on parle de Maître Ouad, de son fils Karim, on parle mais on parle de Macky Sall, on parle même des élections d'État qui vont mettre. Dans l'histoire du Sénégal, chaque fois que quelqu'un a été lorsque Sonko s'est désisté, qui imaginait Faye, vous l'appelez qui le voyait président de la République. Il n'était pas un poids lourd, c'était un poids léger. C'est ça. Donc, même pas le peuple l'a rendu poids lourd, le peuple souverain. Donc actuellement, c'est le poids lourd, puisqu'il a balayé toute l'équipe de candidat Fall. Pourquoi en 6 mois vous pensez que ça va s'inverser? Donc moi je crois que c'est un risque politique, parce qu'à la limite, les électeurs sont conscients que sans la majorité au Parlement, à l'Assemblée, il me paraît tout à fait logique qu'on leur donne totalement cette chance. Parce que sinon, les électeurs se contrediraient à quelques mois d'écart. Donc, il me paraît tout à fait logique. Maintenant, dans la relation au sein du binôme, pourquoi Sonko a intérêt à diriger, c'est que au sein de l'appareil étatique, du pouvoir exécutif, lui qui était leader, il se retrouve sous la hiérarchie de son ami et frère. Mais il serait plus à l'aise quand même s'il allait président à l'Assemblée, coordonner le pouvoir législatif et laisser l'exécutif avec je crois que c'est ça la convention. Et c'est là qu'on est arrivé. Effectivement. En 1 minute, monsieur Vouna, rapidement. Le problème ici, c'est que les gens ne voient pas le risque que court le couple Sonko. Le couple Sonko risquerait de se retrouver comme ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Voyez-vous, le président Macky Sall a dirigé ce pays en tant que président de l'Assemblée nationale. Il a contribué Premier ministre et chef d'État. Il y a encore... Il n'a pas dirigé le pays comme président de l'Assemblée. Je veux dire, quand le pays seulement comme chef d'État. Non, ça veut dire qu'il pesait déjà en tant que... Il a occupé des fonctions. Il a des racines en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et chef d'État. Après 6 mois, voyez-vous, il sait sur quoi il compte, parce qu'il y a quand même, au sein de cette administration sénégalaise, il a un poids. Au sein des institutions même au sein du peuple. Au sein du peuple, il a un poids. Il a encore une côte d'amour. Il a une côte d'amour. Ce n'est pas une histoire de dire que bon. Et en 6 mois, il faut avouer que le couple Sonko a montré beaucoup de failles. Beaucoup d'inexpérience. Quel jeu de mots, vraiment. Beaucoup de failles et qui, il faut le dire, et qui ont prouvé à suffisance que, ils n'ont pas une expérience sur le plan administratif, de la gestion administrative, c'est-à-dire gérer l'administration. De 2, sur le plan de la gouvernance, ils n'ont même pas encore eu l'opportunité de déployer leur politique de gouvernance. Et je pense que même en termes d'incarnation du leadership, Faye a beaucoup de mal à s'assumer. C'est vous qui le dites. Non, permettez qu'on le dise. Je vous donne 1 minute. Oui, mais permettez qu'on le dise que un chef d'État, un ancien chef d'État qui voit de loin comment les enfants s'embrouillent, ils pataugent dans la boue. Il se dit, là, vous me donnez l'opportunité de vous prouver que j'étais coincé par les lois
Maintenant, je peux vous prouver que le peuple, ce peuple, on peut encore compter sur moi. Et je crois que là, ceux qui ont le plus à perdre, c'est ce couple. Parce que nous avons quand même un ancien ministre, Karim Wade. Il faut laisser les histoires du ciel et de la terre qui pèsent. Un ancien président, son père, qui n'est pas n'importe qui. Aussi vrai que le poids de l'âge pèse sur lui, il a quand même... Mais carrément, il a déjà été élu. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Il n'est pas. Je vais chuter, docteur. Je dis, j'étais des ans que quand nous regardons ce trio, c'est quoi figure de l'opposition sénégalaise. Disons une chose. Le plus à perdre, c'est ce couple qui a montré en 6 mois. En 6 mois, je le dis, ils n'ont prouvé rien. Est-ce qu'ils avaient les mains libres? Mais justement, attendez, est-ce qu'il avait les mains libres? Justement en politique, il savait qu'il n'aurait pas les mains libres. Justement en politique, nous ne sommes pas en train de jouer au billes ici. Mais écoutez, et ils donnent l'opportunité à l'ancien président. C'est fini. Non, si le fini par ça, on a un programme. On a un programme. Voilà ce que je pense. Oui, seconde. Rapidement. Le début de la session, tout ce qu'on dit, ancien président, ancien machin, ils n'ont rien fait pour le Sénégal. C'est pour ça. Macky n'a rien fait. Écoutez, c'est pour ça que les populations se plaignent. Tous les problèmes qu'il y a eu sont quoi se fait sur quoi? Problème d'emploi et un ensemble de situations difficiles du Sénégal. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont portés à ce niveau par la majorité des Sénégalais. Ils ont deux forces. Un, ils sont extrêmement humbles. Deux, ils communiquent. Ils échangent au quotidien avec les Sénégalais. Et c'est comme ça qu'ils ont fait comprendre que tant que les gens là ont la majorité au Parlement, il nous sera difficile de nous en sortir. Donc ils ont une fois de plus amené... Votre projet est mort. Votre projet est mort. Donc, une fois de plus, ils amènent le peuple à leur accorder le bénéfice du doute. Ils n'ont pas les mains libres. Ils n'ont pas la facilité de faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais donnez-leur cette possibilité et ils vont le faire. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment en train de réussir leur pari. C'est, je maintiens l'humilité. Diomaye Faye ne cherche pas à être l'homme puissant. Il cherche à être le médiateur. Celui qui est charismatique, c'est Sonko. Et c'est pour ça qu'il va aller à l'Assemblée nationale. Ils ont organisé leur programme de manière à ce qu'après Faye, je crois que c'est Sonko qui va prendre le pouvoir. Merci. Une minute, Timothée Somba. Je ne peux pas. Une minute. Je ne peux pas me dire que Stéphane a fait des pronostics. Oui. Les Sénégalais nous ont prouvé qu'ils savent choisir. Mais je dis, c'est justement cela le danger. Ça me rappelle le duel Macron, c'était Sarkozy-Hollande. Quand Hollande disait qu'il va être un président ordinaire. On n'est pas un président n'a pas besoin d'être humble et hyper communicatif. Justement. Ça, c'est du Oligingema qui est dans le populisme, qui cherche à se faire élire. Lorsque vous êtes déjà chef d'État, il y a une posture chefale qu'il faut incarner sur tous les plans. Surtout dans un contexte sénégalais. Vous reprochez quoi au président? C'est une analyse. Il dérange personne. Surtout dans un contexte sénégalais encore ancré dans les valeurs traditions, les valeurs ancestrales, les valeurs de chefferie. Oui. Ce n'est pas pour rien que Karim Abdoulaye Wade, qui hier avait béni le couple Sonko-Faye, décide de coaliser avec Macky Sall. C'est que, comme le docteur Ndebuna l'a dit tout à l'heure, peut-être de l'opportunisme politique aussi. Quelqu'un a dit ici que la politique, ce n'est pas c'est pas le fair play du football. Non. Ils ont pris le temps d'observer les failles des jeunes qui manquent d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, le couple Sonko va dire, nous n'avons pas les mains libres. Mais qui vous a dit que Abdoulaye Wade ou Macky Sall ont eu les mains libres dans leur carrière? Aucun chef d'État en Afrique, avec l'impérialisme et le néocolonialisme, n'a les mains libres. Tous slalom entre les différents coups bas, soit de l'Occident, soit de l'Orient, soit de la Russie, soit de la Chine, qui en réalité ne sont pas nos amis. Il n'y a pas un chef d'État en Afrique qui a les mains libres. Venez donner l'impression à un peuple camerounais ou sénégalais que dès que j'aurai la majorité au Parlement, j'aurai les mains libres.
c'est de la fumisterie. C'est un début de quelque chose quand même. Si Stéphane... Monsieur Niek, une minute. Merci, Je vous donne une minute vraiment. Moi, je voulais dire que nous, les hommes, nous savons que lorsqu'on va au pouvoir, il faut prendre toutes les manettes du pouvoir. Lorsque Macky Sall est arrivé au pouvoir, c'était la même situation. Il a fait la même chose. Et il a eu les mains libres. Et Macky Sall a travaillé. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'a rien fait. Non, c'est ce que j'allais dire. Macky Sall s'est sali en voulant faire ce qu'il avait dit qu'il ne ferait pas. C'est la parole donnée. Macky Sall a construit le Sénégal, tout le monde a vu. Oui. Mais il a péché dans le manque d'humilité. Docteur, il a construit. C'est ça le problème. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que comment voulez-vous que Sonko et Faye qui ont besoin de réformes puissent accepter de rester là-dedans volontairement sans dissoudre l'Assemblée? Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas un piège. C'est ça qui est normal. Tout le monde devrait le faire. Ouais. Maintenant, je vous dis que dans l'histoire du Sénégal, il n'y a pas une seule fois où quelqu'un a été élu. Et un an plus tard, il n'a pas été confronté à l'Assemblée nationale. Ça n'existe pas. Parce que vous savez pourquoi? Le peuple sénégalais est un peuple mystique qui obéit au marabout. Ouais. Non, marabout, ce n'est pas comme chez nous ici. Ce n'est pas le magicien, ce n'est pas le sorcier. Le marabout est un chef spirituel. Lorsqu'il vous adopte, il vous donne la possibilité de travailler les mains libres et de vous sanctionner au cas où vous n'avez rien fait. Et c'est pour ça que je peux vous rassurer que je mettrai ma main au feu. Que ce soit les Ouad qui n'ont jamais rien fait pour le Sénégal, le fils, Karim, il n'est que son père, que ce soit Macky Sall qui a fait, mais qui a perdu en voulant faire ce qu'il a promis de ne pas faire, il ne veut gagner. Personne. Merci. Mais ils peuvent afficher la majorité. On l'a bouclé. On sera pas enfin. On a bouclé. On prend une transition. On revient pour parler des choses plus sérieuses encore. On va interroger justement la montée en puissance de la Chine sur le continent africain. À tout de suite. Imaginons 11 coéquipiers. Retour sur le plateau de Ouro Africa, nos échanges vont désormais porter sur justement ce qu'on a appelé montée en puissance de l'empire du milieu dans le continent africain. La Chine aujourd'hui se présente comme le premier partenaire économique de l'Afrique, le premier bailleur de fonds, c'est une certitude. Exim Bank parle à toutes les capitales désormais sur le continent. Timothée Somba, beaucoup doutent de la superpuissance chinoise en Afrique. Est-ce que vous pouvez pour mieux positionner justement cette réalité, nous donner quelques aspects marquants justement de l'entrée en puissance, de la montée en puissance et surtout de l'affirmation du leadership chinois sur le continent africain? Bon, l'aspect le plus marquant a déjà été relevé par vous-même au niveau de la facilité ou alors de l'hégémonie financière de la Chine sur le continent. Mais la Chine aujourd'hui constitue cette alternative dans la mesure où ces contraintes en termes de gestion politique des États sont mineures. Elles sont moins castratrices que les contraintes occidentales. La Chine, par exemple, ne vous impose pas la monogamie, le christianisme, le bouddhisme, ne vous impose pas la démocratie, les droits de l'homme. Tout ce que la Chine vous demande... Alors, avance juste au bout. L'homosexualité. Voilà. Tout ce que la Chine vous demande, c'est de ne pas reconnaître Taïwan comme un État. Et vous pouvez facilement commercer avec la Chine. Je vais rapidement jeter le pavé dans la main en disant, mais il y a un problème que nous avons posé en offre avec le docteur Ivouna ici, c'est est-ce que l'Afrique a opté de déshabiller Paul pour habiller Pierre? Ou alors l'Afrique commence à comprendre que dans ce
quel est dans le terrain, l'espace de jeu des superpuissances qu'elle est aujourd'hui, elle doit réellement jouer sa partition. Elle doit avoir des choix stratégiques. Parce que l'hyper-endettement dans lequel l'Afrique s'embarque avec la Chine peut être très dangereux à la fin. Surtout que l'expansion chinoise n'est pas que vertueuse. Oui. On va peut-être en parler tout à l'heure. On se rappelle de tous ces projets, exploitations minières, ces camps dans lesquels notre partenaire chinois ne se comporte toujours pas comme avec la même gentlemania que sur certains chantiers. Oui. Donc, moi je dis, la Chine est une alternative sérieuse, crédible, fiable et même viable. Mais il faut que l'Afrique sorte de cette, comment je peux qualifier cela? Il faut que l'Afrique sorte, l'expression va me revenir certainement plus tard, mais il faut que l'Afrique sorte de ce côté psychologique qui la met toujours dans la posture du colonisé. L'Afrique a besoin aujourd'hui d'incarner un leadership de domination aussi du monde. L'Afrique a besoin d'être malicieuse comme les autres. L'Afrique a besoin, excusez-moi l'expression, d'être roublade comme les autres pour pouvoir conquérir le monde et ne plus seulement servir de réceptacle des superpuissances. Merci. Alors, Jean-Baptiste Satemengue, est-ce que vous êtes acteur local, est-ce que vous avez déjà eu justement à vous frotter à cette superpuissance chinoise? Et comment est-ce que vous l'avez ressenti? Y a-t-il les mêmes stigmates de la colonisation? Y a-t-il cette quasi-condescendance? Comment est-ce que se situe le rapport justement entre la Chine et les Africains aujourd'hui? On dit qu'ils ne sont pas très regardants en termes de droits de l'homme, mais on a l'impression aussi qu'ils sont très regardants en termes de minerais. Bon, je crois que une chose est certaine, il n'y a pas de décollage économique sans partenariat, sans s'ouvrir aux autres. En ce qui nous concerne, nous sommes tenus d'aller chercher quelque part la technologie, les capitaux pour payer cette technologie et le savoir-faire qui va avec la technologie. Alors, en sommes-nous conscients? Pas toujours. Donc le problème, ça c'est de notre côté. Parce qu'on a beau questionner les intentions du partenaire, mais il ne vous force pas. Et ensuite, c'est à nous de négocier avec le partenaire. Si vous me posez la question... Vous avez l'impression qu'il est différent des autres partenaires-là? Non. Moi, je ne suis pas dans l'anti-occidentalisme primaire. Parce que les Chinois dont nous parlons, ce sont les Occidentaux qui les ont développés. Tout ce qu'ils ont, ils ont copié en Occident. Donc les Occidentaux n'étaient pas forcément leurs amis. Et je pense que ce que la Chine a subi de l'Occident, aucun pays africain ne l'a subi. Ce que l'Asie a subi de l'Occident, aucun pays africain ne l'a jamais subi de l'Occident. L'esclavage. Non, l'Afrique a beaucoup subi aussi, il faut le dire. Non, je vais dire, relisez l'histoire coloniale de l'Occident en Asie. Vous verrez. C'est aussi ça. Hein? Vous verrez. Je suis d'accord. Pendant combien de siècles et quelle a été la dureté du traitement qu'on leur a accordé. Parce que déjà, ce n'était pas un pays qui se prenait pour moins que rien comme nous. Nous sommes partis de rien, mais notre civilisation était presque totalement perdue. Mais la Chine croyait encore en ce qu'elle possédait lorsqu'elle entre en contact avec l'Occident pour des échanges. Et vous savez tout ce qu'il y a eu comme choc et comme guerre pour qu'ils, malgré leur masse, malgré leur nombre, n'étaient pas aussi nombreux que maintenant, mais ils étaient déjà assez nombreux, malgré l'ancienneté de leur civilisation, ils ont subi les Occidentaux, et je peux vous garantir, plus que nous. Il faut vérifier dans l'histoire. Et ça n'a pas empêché qu'ils aillent vers les mêmes Occidentaux pour copier. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est que si nous n'avons pas pu copier en Occident ce que la Chine a fait,
constatant aujourd'hui que la Chine, pour nous, est plus compétitive, rapport qualité-prix de ce que nous recherchons en général, infrastructure, équipement, peut-être pas encore des véhicules, où il y a certaines industries où ils sont en voie d'acquisition totale. Mais pour ce qu'ils savent déjà faire, ils sont compétitifs pour nous. Est-ce que nous y allons pour juste acheter sans rien transférer? Mais si nous y allons juste pour acheter sans rien transférer, comme on allait à Printemps, à nos parents et tout ça acheter, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ne sache toujours pas fabriquer ce qu'ils achetaient à 60 ans, ici à Printemps, mais on ne va pas évoluer. Donc, le problème de fond, c'est chez nous-mêmes. Mais maintenant, vous avez évoqué les problèmes de droits de l'homme. Mais ça aussi, c'est à nous de fixer nos valeurs. Partagez-nous votre expérience. Vous avez traité, entre guillemets, avec ces partenaires-là. Comment se comportent-ils? J'ai parlé de parfois une attitude de condescendance qui était l'apanage des colons d'hier. Le Chinois, il d'abord comment pour justement converser ou alors échanger avec vous? Je n'ai pas encore eu de rapport avec les Chinois au niveau local, quoi que je recherche. Chez vous, ils ne sont pas encore venus? Pas directement. Lorsque j'étais encore en France, ils sont venus avec la complicité de certaines autorités, du commandant de brigade, du préfet de l'époque, du sous-préfet de l'époque, des chefs traditionnels. Ils sont venus couper le plus vieux Bibinga, probablement la région du Sang qui était dans mon village. Ils ont acheté les uns les autres. Voilà l'un des inconvénients de traiter avec des gens sans foi ni loi. Parce que un acheteur européen, une entreprise européenne viendrait commettre un tel crime. Même aujourd'hui, je pourrais les poursuivre. Moi, je pourrais les poursuivre et faire payer ce crime. Mais, parce que ça fait partie des droits de l'homme, la préservation d'un tel patrimoine. Mais lorsque vous avez affaire aux gens sans foi ni loi, et que nous-mêmes, nous voulons ignorer... Vous avez parlé de complicité. Non, mais justement, parce que ça veut dire nous-mêmes, nous ne voulons pas les droits de l'homme, nous ne voulons pas préserver notre environnement, on n'en a rien à faire. Les cupides qui ont les moyens de vendre ce qu'ils peuvent vendre aux premiers Chinois, ils vont vendre. Ils ne vont pas se soucier que qu'est-ce que mon fils, mon petit-fils va trouver demain. Donc les droits de l'homme, c'est bien pour nous-mêmes, ce n'est pas pour les autres. Parce que c'est bien beau de dire, les Chinois ne nous imposent rien, donc vraiment, parce que les conditionnalités là. Mais ces conditionnalités sont bien pour nos populations. Vous pensez véritablement que l'intérêt de nos populations, c'est qu'il n'y ait pas de droits de l'homme, qu'il n'y ait pas ces conditionnalités, qu'on ne veille pas à la protection de l'environnement, qu'on ne veille pas à la protection des ressources naturelles de notre pays? Vous pensez que ce serait bien de dilapider, de ne pas se soucier de l'environnement, de ne rien faire? Non, c'est pour notre intérêt, c'est les droits de l'homme. Donc, et moi je ne suis pas d'accord qu'il n'y ait pas prise en compte des droits de l'homme et de la protection de l'environnement et tout le reste dans le rapport de l'état de droit, dans le rapport, parce que notre aspiration n'est pas d'être une dictature où on ne prend pas en compte l'état de droit. Est-ce qu'on fait l'état de droit pour les Chinois? Qu'ils nous laissent ou qu'ils ne laissent pas? Mais nous-mêmes, est-ce qu'on est conscient? Alors, c'est contre la logique paternaliste pour chuter. Non, le paternalisme n'est pas... Moi, je pense que il y a des valeurs universelles. Moi, je n'ai aucun complexe parce que le français dit qu'il faut les droits de l'homme, il faut respecter les libertés individuelles. Je n'ai aucun complexe parce que j'adhère. Nous avons une constitution. Elle est la constitution du Cameroun. J'adhère librement à ces valeurs. Ce n'est pas quelqu'un qui me les pose. Ce n'est pas parce que les Occidentaux ou les Grecs avant ou les Romains ont pratiqué un peu de démocratie qu'aujourd'hui j'ai à être complexé pour pratiquer la démocratie pour moi et pour mon peuple, pour ma dignité. Pour ma dignité, nous serons dignes quand nous serons de vrais démocrates, de vrais républicains, quand nous allons respecter tout ce qu'on croit qu'on nous impose. Moi je pense que c'est pour notre dignité que nous le faisons. Je sors je sors de ce jeu avec la relation avec la Chine. Je précise que la Chine a copié en Europe, petit à petit,
en important, en y ajoutant une petite valeur ajoutée par filière, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les Européens s'habillent en Chine, ils achètent les téléphones en Chine, ils font tout le temps, d'où la désindustrialisation de l'Europe. Mais est-ce que nous, dans nos rapports avec la Chine, c'est la question sur laquelle il va insister, pour que nous fassions comme eux, il faut bien que nous aussi, on attire un certain nombre de choses qu'ils font, qu'on peut faire peut-être en partie ici, qu'on commence même par l'assemblage. Je vais vous prendre un exemple. Non, je vais prendre un exemple. Quand le gouvernement a dit que le chef de l'État a décidé d'offrir des ordinateurs aux étudiants, c'est le ministre Botazé qui était ministre de Minepat. Oui. Nos bureaux étant voisins, j'étais à la campus. Le lendemain, la première chose que j'ai eu à faire, quand je suis arrivé dans mon bureau, c'était d'écrire au ministre de l'économie et de lui demander quel est l'intérêt d'aller acheter pour 75 milliards d'ordinateurs. Est-ce qu'il ne serait pas utile, même si on ne sait rien fabriquer là-dedans, de venir les assembler ici? Ce serait déjà un début de transfert. Alors, moi, je ne sais pas si c'était prêt, mais j'ai appris la nouvelle à 20h. Le matin, je suis allé poser la question au ministre par écrit. Mais c'est ce type de transfert qu'il faut bien commencer quelque part. Merci, voilà. il faut bien commencer quelque part. Jean de Dieu Evuna, le partenaire chinois qui arrive, n'est pas très regardant sur certains aspects. Lui, il voudrait un rapport différent. Il voudrait qu'on fasse des deals. Qu'on fasse des deals, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il se montre de plus en plus envahissant dans la région du centre, du côté de l'Est, du côté de Nanga, du côté de Betelaouia? C'est par hectare qu'il paye du terrain. C'est par hectare. Monsieur le maire évoquait ces essences rares qui sont abattues comme ça, sans la moindre protection. Est-ce que ce partenaire-là, s'il en est plein garde, ne se révélera pas pire que ceux qui l'ont précédé sur le continent africain? La Chine, c'est une civilisation. La Chine, c'est un projet civilisationnel. Ils ne l'ont pas caché. Le maire Atemang a si bien défini la dureté et tout l'esclavage, les Chinois, la Chine a subi de l'Occident. Voyez-vous, la Chine a cette approche expérimentale qui veut que, ayant subi ayant été sous les chaînes de l'Occident, ils savent que s'ils arrivent pour avoir le cœur d'un peuple, il ne faut pas le soumettre. Parce qu'ils savent qu'il finira par se libérer. C'est une étude anthropologique et sociologique. Il faut les comprendre. Ils savent que s'ils viennent comme les Occidentaux, nous finirons par nous libérer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de s'intéresser aux questions de droit. Ils laissent les peuples de se définir. À nous, il n'appartient pas à un peuple de venir définir mes libertés. Les libertés du Cameroun, les libertés du Bantou. Et là, ils ont raison. Parce qu'ayant été soumis, esclavagisés et oppiomisés, ils se disent, pour aller vers d'autres peuples, on ne peut pas procéder de la même manière. Et c'est la philosophie de leur pensée universelle. On ne soumet pas les gens, on les aide. Comment aider leur pensée universelle? On les aide comment? On les aide pour preuve. Autour de la Chine nous aide. Laissez-moi, je vous fais... Allez-y. Autour de la Chine, il n'y a aucun pays pauvre. Tous ses voisins sont émergents. Parce que la Chine même comment? Oh, permettez, monsieur le maire, je vous envoie faire une étude. Quand vous me Moi, je vais à la Chine régulièrement. Oui, vous allez à la Chine. Est-ce que la Chine a un voisin pauvre? La Chine est pauvre. Non, la Chine n'est pas pauvre. Il y a des pauvres en Chine. Non, il y a des femmes pauvres aux États-Unis plus qu'en Chine. Laissez ça. Laissez-moi vous dire, autour de la Chine, voici la philosophie universelle de la Chine. On ne peut pas accepter que les gens viennent chez nous. On aide d'abord nos voisins. Autour de la Chine, il n'y a aucun pays pauvre. Et où est l'universalité? Je reviens. Laissez-moi développer. Vous avez laissé le... Je dis que autour de la Chine, il n'y a aucun pays pauvre. Ils sont tous presque émergents.
Ça veut dire que la Chine a aidé, au lieu de laisser qu'il y ait des migrants, un flux migratoire, il faut plutôt permettre aux autres d'être quand même équilibrés socialement et économiquement. Voilà la première stratégie de la Chine. La Chine a dévoilé la route de la soie universellement en décrivant comment ils vont procéder. Et la Chine est aujourd'hui le créancier du monde. La Chine ne vient pas en Afrique comme si ce n'était pas la même chose aux États-Unis. C'est le créancier du monde. Tout le monde doit à la Chine. Tout le monde. Les États-Unis en premier. Il faut simplement comprendre que le monde fonctionne en termes de... C'est un cycle. Aujourd'hui, c'est l'empire du milieu. L'hégémonie occidentale, acceptons-le, c'est fini. Alors, moi, je veux revenir sur le rapport Chine-Afrique. Chine-Afrique, donc, ces partenaires se positionnent. Ces partenaires, c'est d'abord quoi? C'est qu'en Afrique, nous n'avons pas un projet civilisationnel. C'est ça notre réel problème. Parce qu'on ne peut pas confronter quelqu'un qui a un projet. Et il a même le projet. Non, mais c'est la route de la soie. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous ne voulez pas que... Je ne suis pas chinois. Je vous dis que c'est décrit et c'est défini. Ça part de la Chine traversant l'Eurasie jusqu'en Afrique et en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Nous savons, ils ont la route qui est tracée. C'est l'enrichissement. Et ça, il ne faut pas leur donner tort. Parce que les peuples ont une vision de se déployer. On ne peut pas dire que les Chinois ont tort, mais c'est que l'Afrique... Quel est le projet civilisationnel? Quelle est l'idéologie qui, au XXIe siècle, qu'est-ce que nous avons à proposer au monde, à l'humanité? Je vous ai interpellé sur la propension du partenaire chinois à être trop présent. Non, à être trop présent, ils sont trop présents parce qu'on n'a pas un projet civilisationnel. Bon, lorsqu'ils ont permetté 5 000 hectares de terrain au centre, 3 000 lorsqu'on prend tout, vous avez déjà fait l'Est, il y a des forêts où on dit, ils disent quoi là, machin universel mondial, c'est-à-dire... C'est pas vrai. Non, laissez pas vrai au départ. Je dis que vous pointez du doigt la Chine. Est-ce que vous savez qu'il y a des réserves où on dit que ça n'appartient plus au Cameroun? Ce n'est pas vrai. Si. Non. Je vous dis qu'il y a des réserves où on ne peut même plus aller chasser. Vous, dans votre village, le pygmée ne peut plus aller chasser parce qu'on dit que c'est une réserve mondiale. Pour l'écosystème. Mais c'est utile. Utile à quoi? Utile à quoi? Dans tous les pays. Non, écoutez. Ça dans tous les pays. Non, il y a ça. Non, écoutez. Cameroun, si vous parlez. Les réserves nationales sont nos réserves. Je parle de réserve nationale. Je ne parle pas de réserve nationale. Il n'y a aucune réserve étrangère au Cameroun. Non, il n'y a pas de réserve. Non, je ne parle pas de réserve étrangère au Cameroun. Je dis qu'il y a des territoires au Cameroun. Je vous dis à l'est. Qui appartient à l'univers. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous dites? Je vous dis que ça appartient à l'univers. Je vous dis, c'est vrai. Je vous dis, et je suis attendez votre temps. Ce sont des réserves naturelles de protection de la biodiversité, mais c'est pour notre intérêt. Permettez, qu'est-ce que vous dites lorsque vous avez des traditions qui sont copiées? Mais laissez-moi parler. Il répond. Vous ne voulez pas que je parle. Vous voulez que je pense à vous voulez penser à ma place? Non, pas du tout. Mais laissez-moi penser, exprimer ma pensée. Vous voulez qu'on dise que non, ils sont pas. Quand les peuples viennent avec un projet, ils ont besoin de territoire. Un projet civilisationnel, ça a besoin de territoire. Il ne faut pas être naïf. Nous sommes en géopolitique. Crier ici que oh, ce n'est pas bien, c'est bien, ça ne va rien changer. Il faut être réaliste. Quand vous n'avez pas de projet, on va vous absorber. Et on n'a pas de projet, et ils sont en train de nous absorber. À nous d'avoir un projet civilisationnel, de mettre en exécution l'idéologie que nos pères fondateurs de l'UA ont laissée. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne. Et on va se tenir ici, non, c'est la Chine qui a tort. Ils ont défini leur projet. Ils ont envahi le monde. Ils ont défini qu'ils font la route de la soie. Ils n'ont pas caché. À nous de définir et d'avoir une arme idéologique et civilisationnelle qui fera face à la route de la soie pour contrecarrer afin qu'on ne soit pas absorbé. Il faut arrêter de jérémiades. Merci. Ça, c'est sérieux. Jean de Dieu, merci. Il faut arrêter les jérémiades. Jean-Moïse Mbok, Jean de Dieu, nous présente la réalité telle qu'elle. Il faut arrêter de se plaindre, mais la Chine est là, elle existe. Elle est partout sur le continent. Aucun aspect
n'échappe plus à sa dynamique d'expansion. Même les domaines où on croyait que font le bâton de était l'apanage des Africains, ils sont dans les billets, ils font les bâtons de manioc, ils font la bouillie, ils font les jus. C'est ça le ils font projet tout. civilisationnel. Est-ce que à ce rythme-là, on ne sera pas englouti et absorbé, comme Jean de Dieu Vouna, très proche des questions chrétiennes, le prophétise? Mais nous sommes tous d'accord que la nature a horreur du vide. Et quand on le transporte, que ce soit en politique, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans l'économie ou même dans la prospective, partout où il y a le vide, les plus futés, les plus rusés vont l'occuper. L'Afrique aujourd'hui, avant les indépendances, même pendant la passation des indépendances, et ça commence à durer, souffre principalement de 2 maladies. Lesquelles? La première maladie, c'est la pauvreté mentale, qui se traduit par l'amour excessif de l'argent. Avec tous ces docteurs et professeurs? Certains Africains sont malades. Parce que c'est les mêmes qui vendaient leurs frères aux colons. C'était à coup d'argent. C'est les chefs, c'est les rois qui vendaient les leurs. Il ne faut pas qu'on fasse comme si les colons sont arrivés chez nous, les bras dans le nez, ils ont pris les gens, sont partis. Cet amour de l'argent, il y avait la violence, on est d'accord. Mais il y en a qui vendaient leurs frères. C'était aussi les guerres tribales. Mais, mais écoutez, c'est la pauvreté. Ils ne savaient pas qui vendaient leurs frères, ils savaient qui vendaient l'ennemi. C'est la pauvreté mentale, c'est la pauvreté mentale que de voir l'autre forcément comme son ennemi et il faut à tout prix l'abattre au lieu de voir un potentiel partenaire et travailler avec. Oui. C'est là que je suis d'accord avec monsieur le maire quand il dit que le Sénégal nous parle. C'est que voir les anciens ennemis en politique qui se mettent ensemble parce qu'il faut coaliser. L'Africain, ils ont un but. L'Africain est rentré. Et vous allez observer que cette maladie perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est cette maladie qui entraîne des détournements, cette maladie qui entraîne une inconscience sociale au point où on est prêt à brader le patrimoine d'un village pour de l'argent. Allez bien observer, ce n'est que pour de l'argent. Cette maladie, elle est grave. C'est-à-dire que l'amour de l'argent a pris des propensions terribles. Ça, c'est la première maladie. Oui. Et les autres surfent simplement là-dessus. La deuxième maladie, c'est ce que les autres vont appeler projet civilisationnel. Moi, je l'appelle simplement l'absence de vision. On a un sérieux problème de vision en Afrique. Qu'est-ce qu'on veut de l'Afrique dans 5 ans, dans 10 ans? Quand on parle de l'économie, quand on parle de l'économie, qu'est-ce que le Cameroun veut développer dans l'agriculture pour être leader dans la CEMAC dans 10 ans? 50 ans. Je ne parle que le Cameroun, je ne parle pas du Gabon, je ne parle pas de la Guinée et ainsi de suite. Donc ces 2 maladies sont sérieuses et si les Africains continuent d'entretenir cette maladie, ça devient un cancer qui métastase. La réalité donc aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui sont prêts à vendre des villages entiers. On a vu des décisions ministérielles. Le ministre est obligé de sauter, de prendre une décision, de dire qu'on annule la vente de je ne sais pas combien d'hectares, 100 hectares, ainsi de suite. Des concessions. Bon, bref, tout ce que vous voulez. Mettons ça dedans. Mais ce que j'essaie de dire, tout simplement, Stéphane, c'est que la maladie, ces 2 maladies ont permis à tous les partenaires que nous avons eus d'user et d'abuser de nous. Vous n'avez pas peur que celui venu de Chine, par exemple, en profite. Regarde, par exemple, l'infrastructure, par des sports, et que près de 10 ans après, ce soit toujours les Chinois qui fassent la logistique. Stéphane. Pourquoi il n'y a pas 20 ans Stéphane. 20 ans. Stéphane. Nous avons l'emploi. Stéphane, vous êtes gentil de parler du palais des sports. L'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est-à-dire que toutes nos grandes structures et infrastructures, on n'a pas un véritable contrôle dessus. Regardez l'immeuble de l'émergence. Les ascenseurs sont en panne tous les jours. Les gens se débrouillent pour arranger, pour faire la maintenance, mais il n'y a que les Chinois qui maîtrisent. Amener ces FAO, amener n'importe qui, ils n'ont pas pu assurer la maintenance. Parce que c'est des gens qui ont trouvé en face d'eux des gens qui n'ont pas de vision. Parce que dans la vision, c'est que vous voulez apporter les ordinateurs à 75 milliards. La première chose qu'on vous dit, c'est que montrez-nous l'usine de montage parce que ça va se faire à Ezeka, ça va se faire à Kribi, ça va se faire à Douala. Ce n'est même pas un débat, c'est la vision parce qu'on veut
mettre au moins une mini-industrie de montage. On a une vision industrielle. On a montré simplement qu'on n'a pas de vision. Et ils profitent comme tous les autres partenaires profiteraient. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la Chine. Le problème, c'est nous-mêmes qui devons définir ce que nous voulons. Et je vais même plus loin. Parce que la belle femme du monde aujourd'hui, c'est l'Afrique, monsieur le maire. Nous avons tout ici chez nous. C'est nous qui devons même choisir nos partenaires extérieurs. Et bien que des stratégies. Mais comme on est des petites filles naïves, on joue les prudes, pourtant on sait faire les choses des grandes filles. On se retrouve dans l'illustration, quelle image. Bon, c'est nous là. Oui, surtout dans une histoire où aujourd'hui j'ai envie de dire que on ne peut pas se préparer de nos propres turpitudes. L'Afrique est seule responsable de ce qui lui arrive. Aujourd'hui, la Chine est entrée par des biens et services. Monsieur le maire le disait, tout doucement, tout doucement. On est dans le bâtiment, on est dans les infrastructures. Non, ils sont allés doucement, Stéphane, mais je vous rassure que, à l'allure où vont les choses, c'est les mêmes qui vont nous proposer, en disant au MINDEF par exemple, que c'est bien de fabriquer les munitions, c'est bien de fabriquer les uniformes militaires chez vous, mais nous pensons qu'on peut vous aider à fabriquer des AK-44, à des pistolets et ainsi de suite, et c'est eux qui vont amener progressivement l'industrie d'armement chez nous au point de s'installer et d'avoir une base chez nous. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, la Chine a trouvé en Afrique un continent tellement vierge en idéologie, tellement vide en logique et en vision, qu'on a apporté l'argent par Afrexim. Tout le monde a sauté dessus. On a apporté les infrastructures, les stades, les salles de fête, et ainsi de suite. Tout le monde a sauté dessus. On a apporté des financements au niveau des États. Tout le monde saute dessus. Donc, tout ce qu'on apporte à ces gens, ils vont sauter dessus. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas où ils vont. Alors, qu'est-ce que nous on fait? Et je rejoins le DP qui dit clairement que la vision de la Chine, c'est de se faire le maximum d'argent. Et ils s'en forment. Et partout où ils peuvent se faire de l'argent, ils se font de l'argent. Je sors en 2022. Ils ont mis 5 milliards d'investissement. 5 milliards de dollars d'investissement. Ils ont gagné 8 fois. 40 milliards de dollars. Vous voyez comment les gens viennent, jouent avec vous, mais comme vous êtes malade et que vous n'avez même pas la capacité de vous rendre compte de cette réalité-là, on ne peut pas tirer sur les Chinois aujourd'hui. Il est encore temps, Stéphane, et je le dis, que l'Union africaine, pour une fois, vraiment pour une fois, qu'elle se dise quand même que parlons un peu entre nous, donnons-nous une vision, projetons-nous et entrons dans une logique où dans 20 ans, dans 30 ans, on est autonome dans notre capacité à choisir nos partenaires. Merci Jean-Moïse Mbok. Monsieur Niek, la Chine profite, comme tous les autres, de nos faiblesses, de nos largesses, de nos richesses, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps que on tire quand même la sonnette d'alarme et que beaucoup s'en émeuvent et s'en inquiètent lorsqu'un pays étranger a 5000 hectares dans une région minière bien fournie, il y a quand même lieu de s'inquiéter. Stéphane Baga, 5000 hectares, ce n'est pas beaucoup au départ. Sur l'industrie minière, ce n'est pas beaucoup, il faut vous rassurer. Mais c'est que je voudrais vous donner la troisième maladie dont sauve l'Afrique. Il en a cité 2. La troisième, c'est le sentiment anti-européen. C'est une maladie très grave. Anti-européen, occidental, impérialiste. C'est une maladie très grave. En réalité, aujourd'hui, on est comme une femme qu'on a violée et qui est disposée à accepter tout ce qui la drague. On n'est pas comme une femme, on est une femme violée. On la différence entre la Chine et les autres. Dis que nous sommes violés. S'il vous plaît, Jean-Dieu, je vais arriver au viol. Permettez à la différence entre la Chine, la Russie et les autres, c'est que les rapports avec l'Occident impérialiste étaient du viol. Merci. Les autres rapports semblent voulus. Je dis bien semblent. Oui. C'est ça la différence. C'est voulu. Et là, c'est très grave ce que vous dites, monsieur Niek. Ça veut dire que les Africains sont conscients qu'ils sont exploités, mais ils s'ouvrent à ce je vous dis pourquoi. Ils ne sont pas conscients. Il dit que les rapports semblent voulus. Avec les autres de viol, avec ce nouveau partenaire. Je crois que c'est gagnant-gagnant. Le slogan est connu. Je vous dis. La Chine dit moi, je travaille avec les Chinois depuis un certain temps. C'est les hommes les plus violents en affaires. Je dis bien violents. Vous dormez un jour, vous êtes mort. Ouais. Les Européens ont du scrupule. Les Chinois n'en ont pas du tout. Du tout. Très attention. Du tout.
Ils n'en ont pas du tout. Et c'est pour ça que ce qui me vient... sans foi ni loi. Absolument. La maladie la plus grave, c'est le manque de vision. Mais c'est pire que ça. C'est qu'on a mis au sommet des États africains des gens qui se contentent des royalties pour leur propre bien. L'amour de l'argent. Voilà. C'est ça le danger. En réalité, vous avez un pays où il y a beaucoup de minéraux, il y a tout. Vous dites, vous avez des gens formés pour exploiter les minéraux, pour lever le fonds. Vous dites non, c'est trop difficile. On va donner ça à quelqu'un qui va nous payer une simple royalties. Il va exploiter. Comme nous ne travaillons pas, il va exploiter. On va dormir. C'est l'esclavage. C'est vraiment bagarre. L'esclavage est plus facile à vivre que la liberté. Et nous avons accepté d'être des esclaves. Quand il dit nous, ce n'est pas moi. C'est les gens qui dirigent les États africains. Vous savez, dans l'esclave, vous ne payez pas le loyer, vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas l'électricité. Vous êtes même logé, vous êtes même nourri. La différence avec un type qui est en liberté, c'est qu'il doit se battre pour manger, boire de l'eau, avoir un logement. Nous avons choisi la facilité, ce qu'ils appellent la royalties. Voilà un pays, un continent qui a presque tout ce que les gens veulent ailleurs. Mais qui dit non. Je prends Atemengue, mon frère. Lorsque nous avons, je rappelle que c'est un Camerounais qui a fait le livre sur la géologie camerounaise. Qui dit ce que nous avons, c'est un Camerounais, pour ne pas le citer, il est de Macaque, je ne donne pas son nom ici, mais il ne le connaît pas, c'est son frère. Vous avez ce livre qu'un Camerounais a fait. Des Camerounais ont dit, voilà ce que nous avons chez nous. Voilà ce que ça, comment on peut gérer ça. C'est ce que vous faites. Le permis minier est une valeur, une obligation financière. Oui. Si vous avez un permis minier, vous pouvez lever le fonds. C'est ça. On ne donne pas ça aux Camerounais. On préfère donner aux Chinois qui vont venir ici chez nous, exploiter à notre place et nous payer une royalties. Et en fait, comme on travaille pour vous, on vous paye, ce n'est pas qu'on se partage les bénéfices. Hein. On s'entend que oh, j'investis, je fais tout pour la royalties. Et c'est le danger. Il faudra qu'on se mette au travail. C'est l'habitude de dire en Europe, c'est que quand il pleut, le blanc favorise le parapluie. Tout simplement. Dans notre culture, lorsqu'il pleut chez ton frère, tu fais quoi? Tu t'abrites et tu appelles. Il pleut encore là-bas. Voilà notre comportement. Donc en réalité, il faut avoir une vision. Et c'est pour ça que je voudrais finir par une anecdote, qui est une réalité. Lorsque Oumniobé et Ndélé se rencontrent pour l'indépendance, dans la réunification de l'indépendance du Cameroun, Oumniobé lui pense au Cameroun allemand. Ndélé lui pense au Cameroun qui arrive jusqu'au Mali. Vous savez pourquoi? Parce qu'il estime que pour combattre l'impérialisme, il faut être impérialiste. Et l'instrument majeur, c'est la bombe atomique. Il estime que comme il y a eu le nom au Macaque, il y en a au Mali, il faut que le Cameroun, c'est ce que lui appelle la réunification du Grand Cameroun. Quand il s'est rendu compte qu'on se contentait de très peu, il s'est retourné vers le Nigeria. C'est l'histoire comme dont vous parlez. Il a abandonné le projet de réunification du Cameroun pour aller au Nigeria. Parce qu'il estimait qu'on était minoritaire. On se contentait de très peu. Les Africains doivent savoir que vous ne pouvez pas être l'Afrique. Il n'est pas être impérialiste. Il n'est pas être impérialiste. Ce n'est pas possible. Merci, monsieur le Et c'est pour ça. C'est un grand continent. Et vous avez la chance que les chefs d'État qui sont passés n'ont pas abîmé le potentiel africain. Vraiment. Oui. C'est ça la chance. Hein? Vraiment. Moi, j'étais assis tout à l'heure à Kouningi. Je causais avec un ami. Pas dans la prison. Qui est le quartier. Non, le quartier. Qui est le consul honoraire d'Ukraine au Cameroun. Il me disait que on appelle ça la quoi. Vous savez ce que ça la quoi? On a assis à l'ancienne mairie de Kouningi. On a apparemment une route. Il n'y a aucune voie d'assainissement. Il me demande s'il pleut pendant un mois, si on fait comment? Je dis on est tous morts. Qu'est-ce qu'on fait? On prie Dieu. Je lui dis on va prier Dieu, mais on va dire merci. On peut faire quelque chose. On va dire merci à ces gens qui sont passés parce qu'ils ont laissé tout le potentiel à l'État. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on soit pessimiste, qu'on soit fataliste. Merci. Qu'est-ce qu'on va retenir? Lorsqu'on va arriver au pouvoir demain, quand je dis le pouvoir, ce n'est pas moi, ce n'est pas Temik, c'est nous tous. C'est un projet. On a la chance de prouver que tout est à faire et pas à refaire. Parce que là il y a à refaire, il faut d'abord casser. Ici, on ne casse même pas, parce que rien n'est fait, c'est la chance. Je voudrais finir en vous disant que la Chine doit s'attendre à ce qu'ils ont dit avant, que lorsque la Chine va se réveiller, le monde va trembler. Qu'ils sachent que quelle que soit la puissance de l'argent aujourd'hui dont ils l'usent pour nous assimiler, lorsque l'Afrique va se réveiller, le monde tremble. Merci. 1 minute 30, M. Atemengue, qu'est-ce qu'on fait pour inverser le paradigme? 1 minute 30, le temps est pratiquement achevé.
Je crois que vous m'avez demandé si j'ai eu des expériences. Je vous ai pris l'exemple des saccages de ma forêt. Alors, je ne suis pas des Chinois, des acheteurs. Dans la fraude, en plus. Dans la fraude. Mais pour résumer, pour rejoindre ce que tout le monde semble dire ici, j'ai eu une expérience avec des Chinois lorsque j'étais à la campus, mais j'ai l'obligation de réserve. Tout à fait. Je ne vais pas parler de ça ici. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que le maire disait tout à l'heure. Nous avons trouvé un projet élaboré par des Camerounais en relation avec des Chinois, où les Chinois ont imposé un projet, je ne sais pas. Mais lorsque nous l'avons lu, ça n'avait rien à voir avec un projet d'entreprise postale et il y avait tellement d'aberrations. Nous avons écrit à la présidence pour dire, est-ce que ceci a vraiment un lien avec ce que le Cameroun veut faire de l'entreprise concessionnaire du service public postal? Nous avons relevé les quelques aberrations. On nous a dit renégocier ça avec eux. Et on les a convoqués, on a renégocié et ils ont ensuite formé des gens. Tout ce que l'État a payé, 31 milliards à la Campost à l'époque, par emprunt, tout n'était pas utile, mais on a récupéré une partie. On a formé, mais il n'y a pas de Chinois là-bas pour l'entretien. Merci. On a envoyé des Camerounais se former en Chine pour revenir. Et la question que je me pose, peut-on être partenaire avec quelqu'un sans ce minimum de fusion et d'assimilation? Parce que vous importez la technologie chinoise. Il faut le faire avec les Chinois. Et il faut que les Camerounais puissent y aller. Que ça soit perméable là-bas. Qu'ils soient formés. Merci. Et que, ici, dans les écoles, puisque nous en faisons un pareil, dans les écoles, à partir de l'école primaire, secondaire, qu'on trouve du chinois. Les lycées techniques camerounais devraient tous être équipés par les Chinois. C'est eux qui vont prendre la technologie pour qu'au moins on ait des gens qui puissent nous-mêmes faire la maintenance ici. Si on dit filière froid, vous avez dit l'immeuble d'émergence, si c'est en panne, mais il faut que notre filière, dans le froid, dans les lycées techniques, les écoles d'ingénieurs, que ce soit ces équipements qu'on apprend à dépanner dans ces écoles. Voilà. Je crois que sinon on fera tous les cours. On a tous les cours. Comme nos grands-pères faisaient. On a tout dit. On va juste vous remercier, cher monsieur. La réalisation, vous comprenez, me fait des grands signes déjà. Je promets qu'on pourra revenir parce que, évidemment, on n'a pas pu tout explorer et exploiter. La réalisation me fait des grands signes que le temps est parti à cette haute. Mais monsieur Barre, il y avait une remarque pour le générique de votre émission. Oui. Il y a un lieu où on présente un enfant avec une arme. Oui. C'est pour condamner les enfants militaires ou c'est pour promouvoir les enfants qui détiennent les armes. Je crois qu'il faudrait mettre une croix rouge. Parce que c'est à condamner. Montrer que c'est condamnable. C'est condamnable. On n'a pas à montrer des enfants avec des mitrailleuses. Merci pour les 30 secondes. 30 secondes. Vous pouvez mettre avec une croix rouge pour dire que c'est à condamner. Notre partenaire chinois, Voilà. pourquoi il fait les gens se mettre en rang comme dans les autres ambassades? À rang dehors. À rang dehors. Merci. Je vois ça. On va justement. Ce n'est pas il faut que le partenaire revoie ça. Merci à vous qui avez abondamment réagi sur nos différentes plateformes. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire l'exercice qui est aussi le nôtre, celui de relayer toutes vos contributions. Vous aurez compris justement la richesse de l'absence de nous n'avons pas permis de le faire. Jean-Baptiste Satemangue, nous sommes en train de conclure. Merci justement à ceux qui nous ont regardé de par le monde ou à votre tribune. Et on va vous donner rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 21h à Yaoundé au Cameroun. Portez-vous bien et bon début de semaine.